Chers abonnés, bonjour, bienvenue pour une nouvelle édition d'un grand entretien d'Omerta Média. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Delval. Alors, Alexandre Delval, vous êtes géopoliticien, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier, publié en 2001, qui a eu un certain succès, qui s'appelle « La mondialisation dangereuse », je précise aux éditions de l'Artilleur. Fin 2021. Oui. Voilà, merci beaucoup d'être ici, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais vous poser une question toute simple pour commencer. Nous sommes quasiment à 1 an du début de la guerre en Ukraine. Quel bilan vous en dressez ? Le bilan aujourd'hui est, à mon avis, assez dramatique, même si aujourd'hui l'opinion autorisée consiste à être très heureux que l'Europe est enfin forte, unie, l'Occident est uni, l'Occident n'a pas plié, Munich ne se répétera pas, il y a une énorme euphorie, mais le bilan est catastrophique si on ne raisonne pas en américain. Si on raisonne en américain, c'est fantastique. C'est vrai que c'est tout bénef, des ventes d'armes, des ventes de pétrole, de gaz de schiste, très, très écologique, comme vous le savez. D'un point de vue américain, et là, sans jugement et sans ironie, c'est une opération qui est plutôt positive. En plus, ils sont très loin du théâtre d'opération. Mais du point de vue européen, comment peut-on être heureux qu'une guerre, comme vous l'avez vous-même dit sur des plateaux, d'une intensité incroyable, jamais vue depuis Verdun, comment déjà peut-on être heureux de ça? Et comment peut-on dire que l'Europe est forte et unie? Comment ne peut-on pas trouver cela dramatique que l'Europe soit plus que jamais satellisée par les États-Unis? Certes, ça n'enlève pas le drame des Ukrainiens. Bien entendu qu'il faut les soutenir face à une agression. On ne peut pas accepter une puissance révisionniste qui agresse son voisin, qui remet en cause des frontières, bien sûr. Mais comment peut-on se féliciter que l'Europe serait aujourd'hui unie, forte, face à un ennemi? Non, c'est dramatique. C'est une guerre civile européenne qui est en train de se dérouler. Et les va-t-en-guerre clament leur énorme satisfaction parce que ça prouve qu'on existe. Non, l'Europe n'a jamais été aussi vassalisée. Rien que cela, on ne devrait pas être heureux que l'Europe se renforce dans son atlantisme, sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est la fin de ce qui restait de possibilité d'autonomie d'Europe. Voilà. Alors je sais que ça paraît pas très empathique vis-à-vis des Ukrainiens, mais si on parle d'un bilan général, c'est une vassalisation et une guerre qui va probablement en plus peut-être s'étendre un peu plus dans d'autres pays européens. C'est pas certain, c'est peu probable, mais c'est possible. Des gens très autorisés parmi des hauts militaires eux-mêmes le disent. Et si on va sur LinkedIn, tous les jours, toutes les semaines, on peut voir les commentaires de notre chef d'état-major de l'armée française, Thierry Burkhardt, qui depuis que j'avais écrit ce livre, déjà 1 an avant le déclenchement de la guerre, depuis déjà au moins 2 ans, dans des conférences, quand il était CEMAT et dans plusieurs organisations, il n'arrête pas de dire « préparons-nous aux guerres de haute intensité qui nécessitent qui ne permet aucune approximation et qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême. » Quand le chef d'état-major des armées vous dit depuis des années qu'il faut se préparer à des guerres de haute intensité et que le sacrifice sera nécessaire et qu'il n'y aura pas d'approximation, on nous prépare à quelque chose. Donc on ne peut pas se satisfaire du fait que de plus en plus, on va vers une guerre directe OTAN-Russie. Qui peut être content de cela? Thierry Burkhardt dit qu'il faut se préparer. Vous trouvez qu'on est prêt? Déjà, on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on se prépare. D'ailleurs, un des grands généraux, vous l'avez vu, tout ça a été très médiatisé, opérationnel au niveau de l'OTAN, a dit qu'il faut se préparer à une économie de guerre parce qu'on n'est pas assez prêt. Il faut aller dans une économie de guerre pour se préparer à une guerre OTAN-Russie. Des gens au très haut niveau en Angleterre, c'est toujours les plus enragés, les Anglais, pas face aux Russes, disent même qu'il faudra même peut-être un jour songer à une guerre directe avec des troupes de pays de l'OTAN sur les territoires ukrainiens. Ça veut dire une guerre mondiale, souvent les guerres mondiales sont européennes, hélas. Ça veut dire une 3e guerre mondiale en Europe qui va se généraliser. Donc comment peut-on être heureux de cela et diaboliser et traiter de munichois ceux qui essaient, sans être pro-russes, ceux qui essaient d'aller vers une déconfliction? C'est ça qui est assez terrifiant. C'est ça mon bilan. Moi, il est terrifiant, ce bilan, c'est qu'aujourd'hui, on diabolise l'idée même de commencer à trouver un terrain, non pas d'entente, mais de déconfliction.
Justement sur ce conflit et sur sa nature, hein. Vous avez évoqué Verdun, on pourrait évoquer la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on est dans une dimension et puis surtout un affrontement, on va dire conventionnel. Hein. Jusqu'à présent, on faisait des guerres asymétriques, on livrait des guerres asymétriques souvent, avec des parties intenses, mais en fait, il n'y avait pas de front. Là, on est face à un front qui fait quasiment 1000 kilomètres. Moi, j'en reviens de ce front et il y a une chose qui m'a marqué, c'est la nature des combattants. Alors, indépendamment qu'ils soient Wagner, que ce soit des anciens militaires, des mercenaires ou des troupes régulières, de ce que j'en ai vu, il y a une capacité de résistance, parce que là, en ce moment, ils combattent par -20 dans certains secteurs, avec parfois un regain un réchauffement, parce que l'hiver est doux, en fait, il est plus doux que d'habitude, mais qui pose des problèmes, parce que vous décidez de faire une offensive le lendemain, puis si vous avez 5 degrés de plus, vous avez la boue. Et oui. Voilà, s'il pleut, il y a 5 degrés de plus, vous avez la boue. Donc le fantassin là-bas, moi je l'ai expérimenté, enfin en marchant. Quand vous êtes dans la boue, c'est 2 kilos sur chaque pied. Et très rapidement, le tchernosium, la terre riche noire d'Ukraine, elle est extrêmement, extrêmement difficile pour le fantassin. Un fantassin, on peut le mettre sur un BMP, on peut le mettre mais pour le faire. Mais en tout cas, il y a une variable d'ajustement constante avec le climat. Ce que j'ai vu globalement, pour résumer, c'est que ces gens-là sont des paysans, souvent issus de milieux ruraux, ou des mineurs, ou des gens qui ont vécu dans des situations difficiles, en tout cas toute leur vie. Il me semble qu'on n'a pas des gens de cette nature. Si nous, on se laisse embarquer dans cette guerre, on va dire, même nos troupes, même aguerries par 8 ans de Sahel, ces conditions-là, c'est bien pire. Et pourtant, je connais le Sahel, j'ai été avec l'armée française, etc. Mais donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser embarquer par une classe de politiciens qui n'ont pas connu la guerre, pour qui, finalement, c'est un jeu d'arithmétique, et l'objectif étant d'abattre la Russie, parce que on voit bien qu'on a atteint un point de non-retour avec la Russie, quelque part. Et il n'y a plus du tout de raison, et on est en train de partir dans un engrenage. C'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant quand on voyage dans le monde non occidental. Comment est perçu l'occidental lorsqu'il fait la guerre? Et malheureusement, c'est une perception assez juste. Il est perçu comme quelqu'un qui utilise des proxys, qui est lâche, qui bombarde de très haut, en disant bien sûr que c'est le bombardement gentil qui tue personne autrement que les méchants, et à chaque fois avec des délégations des hommes au sol, parce qu'on veut zéro mort, par des bandes. Alors ça peut être des mafieux albanais au Kosovo, ça peut être des Kurdes que l'on abandonne juste après en Irak il y a des années, et plus récemment en Syrie. Et je pense que malheureusement c'est assez juste, l'occidental est perçu comme lâche. Et il est un peu lâche, parce qu'on a totalement le politiquement correct en Occident, et même le wokisme dans sa forme la plus radicale. L'idée, c'est de déconstruire l'homme, la dévirilisation. Donc un Occident totalement dévirilisé par une pensée wokiste, déconstructrice, avec toute cette mode autour du minoritarisme, des LGBT, etc., et qui je ne juge même pas moralement, c'est comme ça. Donc une dévirilisation, un homme occidental de plus en plus interdit même d'avoir quelques possibilités de martialité. On éjecte de l'occidental toute idée martiale, tout comportement martial. Dans la rue, quand vous allez dans des sociétés occidentales, vous le voyez bien, ce sont des non-occidentaux qui monopolisent la martialité et la virilité, la force. Et je ne dis pas que je le regrette, qu'il faudrait être martiaux, pas du tout. Mais, et cet homme-là, occidental, qui n'est plus capable de sacrifice, qui veut zéro mort, il veut faire des guerres propres, qui tuent que des méchants, qui tuent presque personne. D'ailleurs, c'est de dommages collatéraux, alors qu'on a eu des centaines... Moi, j'ai vu quelqu'un du COS qui revenait de Mossoul, il me disait, ça a été un carnage. On a fait aussi, et vous y étiez, on a fait des choses aussi horribles que les Russes à Alep, mais ça, bien entendu, ça ne se dit pas. Donc voilà comment on est perçu comme lâche, on tue plein de gens, bien sûr, c'est des dommages collatéraux quand on tue des fillettes ou des familles entières avec des bombes propres, c'est des gommages collatéraux, c'est jamais des crimes. Et en plus, on délègue parce qu'on n'a pas le courage d'avoir beaucoup de pertes au sol. Et donc, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je ne dis pas qu'il faudrait que nous allions mourir en masse, pas du tout. Mais on est perçu comme ça, et je pense que c'est légitime.
Et donc cette guerre en Ukraine, eh bien, c'est une guerre par procuration, parce que ce n'est pas nous qui allons mourir, mais à mon avis, dès qu'il y aura besoin d'envoyer des contingents, certes, il y a des professionnels qui iront. J'étais à l'école de guerre récemment pour une conférence, et je parlais avec des pilotes qui sont prêts, et heureusement, on a des gens encore capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême, parce qu'ils sont payés pour ça, c'est leur mission, c'est leur vocation. Mais avec ce pilote, d'ailleurs, nous parlions de la Turquie. On parlait de la Turquie, et ce pilote me disait, on a un accord de défense avec la Grèce, et si Erdogan continue à montrer les dents et à vouloir envahir des îles grecques, nous irons au combat. Donc, heureusement, il y a des gens qui sont capables d'aller au combat pour des bonnes causes, lorsqu'il y a des accords de défense, lorsqu'il y a un engagement qui est nécessaire, mais il faut rappeler quelque chose d'essentiel qu'on ne dit jamais, nous n'avons aucun accord de défense avec l'Ukraine. L'Ukraine ne fait partie d'aucune organisation de défense ou de sécurité qui nous engage. Et je me rappelle toujours de la phrase du général de Gaulle. J'ai un peu dévié, mais c'est important. De Gaulle disait en 63 devant le Sénat, « Si nous faisons une guerre, ça doit être la nôtre. Et aucune alliance ne doit être intégrée qui nous obligerait à faire une guerre qui ne soit pas la nôtre. » Ça m'a marqué. Et de Gaulle, on ne peut pas le traiter de munichois. De Gaulle lui-même, aujourd'hui, je pense qu'on serait plus ou moins... je ne dis pas qu'il laisserait tomber les Ukrainiens, pas du tout. Je pense qu'il faut les aider. Mais je pense que De Gaulle serait très mesuré et rechercherait une voie de dialogue aujourd'hui s'il était là. Alors vous venez de dire, oui, il faut continuer à aider les Ukrainiens. Alors le président Zelensky s'est rendu ces jours derniers à Paris, Londres, Bruxelles, pour demander davantage de chars, des missiles, des avions. Il faut continuer à armer l'Ukraine. Il faut l'aider, mais intelligemment. Regardez les Turcs. Regardez la fourberie, mais quelque part, si on fait de la géopolitique sans jugement, parcours presque sans faute. Pas depuis longtemps, mais depuis l'Ukraine. Qu'est-ce que fait le grand Turc, le néo-sultan Erdogan, dont j'ai beaucoup parlé dans des livres? Eh bien, il aide les Ukrainiens d'une manière plus ou moins mesurée, mais quand même, les drones au début de la guerre ont été quand même assez importants. En plus, il y a des délégations. Il y a Bayraktar. B2, avec des productions locales en Ukraine, des coproductions. Ce que veut faire peut-être d'ailleurs Israël, tout en restant neutre, c'est-à-dire que la Turquie aide un peu les Ukrainiens, de manière mesurée, mais quand même, c'est une vraie aide, mais même aussi politique, puisque la Turquie a toujours condamné le fait que la Crimée... la Turquie regrette que la Crimée ne soit pas tatare et turque, parce qu'elle a été turco-tatare. Donc il y a quand même quelque chose en plus de politique intérieure, d'émotionnel, de civilisationnel. Et la France en sait quelque chose. Et la France en sait quelque chose, puisque les Anglais nous avaient entraînés dans une guerre complètement débile, qui était déjà une guerre qui visait à préférer les Turcs aux Russes, mais là c'est un autre débat. C'est une grande histoire de l'Occident qui a toujours préféré les Turcs, bien qu'étant l'ennemi historique de l'Europe, aux Russes. Et ça ne justifie pas, bien sûr, l'aigreur des Russes ou leur action, mais voilà. Et donc, on pourrait faire comme les Turcs, c'est-à-dire aider de manière mesurée, mais aider les Ukrainiens, certes, condamner l'invasion d'un pays par un autre, parce que ça, c'est des puissances révisionnistes, comme on dit en relations internationales. Bien entendu qu'ils méritent une aide, mais pas comme Zelensky le veut. Un État souverain qui n'a aucun accord de défense avec l'Ukraine, donc qui normalement n'est pas obligé, l'aide comme il le veut et non pas comme Zelensky nous oblige à le faire. Parce que Zelensky, il est malin. Il a compris que l'Occident, son pire ennemi finalement, c'est la culpabilisation. Et donc l'occidental, vous le faites bouger dès que vous le culpabilisez avec le point Godwin ou la réduction ad Hitlerum. Et si vous dites, ah, vous êtes munichois, c'est ce que déjà faisaient à la fois Obama, Bush et Trump. Tous les présidents des États-Unis, rappelez-vous, pour Nord Stream 1 et 2, quand il y a eu ce projet qui a pris des années, les 3 présidents américains successifs ont utilisé la réduction ad Hitlerum, et même Trump, soi-disant pro-russe, même Trump, en parlant de Merkel, vous êtes munichois parce que vous préparez une alliance gazière, pétro-gazière et stratégique avec la Russie. Trump, d'ailleurs, qu'on accuse d'être pro-russe, c'est vrai qu'il faut quand même lui reconnaître que c'est lui qui a le premier alerté en menaçant de ne plus financer l'OTAN, parce qu'un matin, je pense qu'il avait dû lire le New York Times au réveil, et il s'est rendu compte que 2/3 des importations d'hydrocarbures en Allemagne venaient de Russie. Il a dit on ne peut pas continuer à assurer la sécurité d'un pays qui nourrit notre adversaire. Il est cohérent de son point de vue américain, mais est-ce qu'on est obligé de le suivre? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai, il n'était pas si pro-russe que ça, en fait. Il n'était pas si pro-russe. Pas du tout, même. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a repris une rhétorique, si on l'écoute, en disant moi, il n'y aurait pas eu de guerre parce que moi, j'aurais pu parler à Poutine, parce que je lui aurais dit stop avec tes menaces nucléaires. Bon, je ne sais pas
pas si ça aurait marché, je ne sais pas si Poutine... Oui, il aurait parlé, parce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas dans le moralisme. Lui, c'est l'Amérique isolationniste. Ouais, et donc, comme en fait, c'est business. Voilà, c'est business. Mais surtout, moi, je crois quand même au pouvoir de l'idéologie. Il y a l'Amérique globale, la globalist America, c'est Biden. Et d'ailleurs, lui-même le dit, nous sommes internationalistes. C'est intéressant. Biden se vante d'être internationaliste, tandis que les autres, c'est l'Amérique d'abord. Et c'est sûr qu'avec l'Amérique d'abord, il y a moins de guerre qu'avec l'Amérique globale. Parce que l'Amérique globale, elle veut reprendre son précaré européen, même l'élargir au détriment de l'espace ex-russe, tout en prenant l'Asie et en restant malgré tout au Moyen-Orient. Donc le fameux retrait des Américains de l'Europe au profit uniquement de l'Asie, c'est n'importe quoi. L'Amérique n'a jamais eu autant d'emprise sur l'Europe. Et Nord Stream 1 et 2, on en parlera tout à l'heure, c'était une histoire absolument tracée et écrite. Parlons-en, les pipelines détruits au fond de la mer, donc... Vous avez vu comme moi hier que le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, encore lui, qui est un peu le diable de la politique américaine, puisqu'il sort de sa boîte révélant My Lai, son premier grand scoop, comportement des troupes américaines au Vietnam et nourrissant le mouvement pacifiste. Et puis ensuite, son deuxième énorme scoop, c'était Abu Ghraib, qui racontait comment... il a eu le prix Pulitzer, il est quand même autorisé. Et c'est quelqu'un qui était arrivé, moi je le dis, à des moments cardinaux de l'histoire américaine. Et là, il arrive et il sort ses révélations. J'ai lu le rapport hier, son papier là-dessus. Alors, on dit, oui, c'est un peu faible parce qu'il n'y a qu'une seule source. Mais en même temps, une seule source aussi, si c'est la bonne, ça peut révéler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, Jeffrey Sachs, le grand économiste, avait dit la même chose. On en a beaucoup moins parlé. C'est vrai. Et surtout, vous avez comme moi probablement des contacts avec des gens qui sont proches du renseignement ou des anciens du renseignement. Mais c'est impressionnant. Moi, je suis souvent en Italie. Donc, sur 2 pays, c'est pas énorme, mais sur l'Italie et la France, tous les gradés, les généraux que j'ai rencontrés, même un amiral récemment, et les anciens du renseignement ou les gens qui sont encore proches du renseignement ou dans le renseignement, mais il n'y en a aucun qui vous dit que c'est possible que ce soit les Russes. D'ailleurs, l'enquête des pays du Nord et les enquêtes allemandes, danoises et suédoises et norvégiennes, toutes disent c'est un sabotage et on n'a aucune preuve que ce soit les Russes. C'est déjà pas mal. Mais surtout, ce que l'on sait, c'est que comme cet attentat, car c'est un attentat, a été commis sur l'île de Bornholm, on sait très bien que c'est une île danoise où il y a des opérations spéciales, des navires et des commandos et avec des drones sous-marins et des forces spéciales de plusieurs pays de l'OTAN régulièrement. Mais en plus, il y avait un navire militaire extrêmement spécial qui a avec à son bord des troupes navales et sous-marines très opérationnelles qui étaient là la veille et même quelques heures avant l'explosion. Comment une explosion pourrait être perpétrée par des Russes dans un endroit qui est une chasse gardée de l'OTAN, où il y avait un entraînement de forces de plusieurs pays de l'OTAN la veille et une semaine avant, un navire suédois juste à côté et dans les eaux territoriales danoises. C'est complètement aberrant. N'importe quel étudiant en école de guerre ou en géopolitique, ou un observateur, même le plus ingénu, comprend tout de suite que c'est impossible que ce soit les Russes. Mais bien entendu, la propagande occidentale, car nous avons, c'est normal, comme tous les pays des propagandes, a dit jusqu'à présent que c'était les Russes. Mais c'est comme Merkel et les accords de Minsk. C'était du bullshit de dire que les accords de Minsk avaient été un leurre. Maintenant, Merkel l'a reconnu. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, avec le temps, moi je crois que tout se sait. Rappelez-vous le Kosovo. BHL parlait de 100 000 morts, et l'ONU, après des enquêtes très sérieuses, et même le tribunal pénal international, 10 ans plus tard, c'était 3 000 morts de l'opération Fer à cheval. Alors, donc avec le temps, tout se sait. Il y a eu aussi cette fameuse interview de Naftali Bennett, donc l'ancien Premier ministre israélien, qui disait que, à peu près, on était au mois d'avril ou de mai, il y a eu une négociation, il a été à Moscou, et cette négociation avait abouti à une forme d'accord. Zelensky avait donné son aval, Poutine aussi, et les Occidentaux, dit-il, ont refusé. Oui, mais ce qui est important de rappeler aussi, excusez-moi, c'est que Biden lui-même, alors c'est pas une preuve, mais Biden lui-même, 3 mois, je crois, ou 2 mois avant le début de la guerre en Ukraine, avait lui-même dit que vous inquiétez pas, Nord Stream 1 et 2 sera mis hors d'état de nuire, et on lui pose il était avec d'ailleurs Scholz dans une conférence de presse, et on lui pose une question, et comment, vous inquiétez pas,
mais on sait le faire. Rappelons qu'en 1982, les Américains ont une grande expérience des sabotages de gazoducs. Ils avaient déjà saboté un gazoduc sibéro-européen, à l'époque soviétique, et un an plus tard, au Nicaragua, pareil, sabotage d'un gazoduc. Donc on a quand même, là aussi, c'est pas pour être anti-américain ou le soupçon, mais il y a quand même beaucoup de faisceaux. L'économiste Sachs, le fameux journaliste dont vous parliez, les déclarations elles-mêmes de Biden, les enquêtes des pays intéressés qui disent qu'il n'y a aucune preuve que ce soit les Russes, et les intentions de Biden ou de Hollande ou d'autres. Donc aujourd'hui, je pense que ça fait très peu de doute pour les gens renseignés. Mais vous pensez que les Américains prendraient le risque, là, Seymour Hersh prétend que ce sont eux, que la CIA, etc., mieux vaut travailler via un proxy. Alors, pourquoi pas utiliser la Pologne? Alors les Russes disaient, les Russes disaient les Anglais, les Polonais y auraient intérêt, les Norvégiens aussi, puisqu'ils sont des concurrents des Russes d'un point de vue géoéconomique. C'est leur précarité. Ça peut être aussi un proxy ou un allié des États-Unis, mais quand on connaît leur tradition depuis les années 80 de saboter des gazoducs, la CIA l'a fait plusieurs fois avec des covert actions. C'est pour ça que cette révélation de ce journaliste me paraît assez plausible. Mais effectivement, ça peut être n'importe quel pays, OTAN ou pro-OTAN ou allié. Ou alors, c'est ce que dit Robert Bell, un grand spécialiste de l'énergie qui enseigne à la New York University. Et lui, il a fait un study case avec ses étudiants, des étudiants qui sont des adultes, qui sont des professionnels. Et il dit que ce n'est pas exclu que ce soit une compagnie d'un pays occidental qui ait motivé un pays occidental ou son propre pays, parce qu'il faut quand même que ce soit une nation qui ait fait ces opérations pour saboter. Donc ça peut être effectivement un concurrent des Russes, qui soit un concurrent occidental, qui ait motivé un État pas forcément américain, ou les Anglais, ou les Américains, ou les Polonais, ça fait beaucoup, mais en tout cas, ce qui est certain, mais pratiquement certain, c'est que c'est un pays occidental. Je ne dis même pas que c'est mal, c'est de bonne guerre. Un pays occidental qui travaille soit pour les intérêts pétroliers, gaziers aux concurrents des Russes, ou un pays occidental qui est un proxy des Américains. Donc je suis d'accord avec votre théorie. Je pense que bientôt, à mon avis, dans moins d'1 ou 2 ans, ce sera une évidence que ce soit les Américains. Ou les Américains ou leurs alliés. Je vais revenir sur la position de la France sur la guerre en Ukraine, et notamment à travers son président. Est-ce que vous pensez que, vu l'évolution du conflit, vu à la lumière de cette visite de Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron, dans quel état d'esprit, selon vous, est-il? Est-ce qu'il a complètement abdiqué cette idée de reprendre une position française traditionnelle, vous savez, une position médiane, une position, comme Dominique de Villepin dit, de force de proposition, d'arriver en puissance médiatrice. On sentait que c'était quand même ce qu'il y avait en filigrane avec les coups de fil, même s'ils ont beaucoup servi à se mettre en scène lui-même, notamment pendant l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a abdiqué ça et il a rangé le pays finalement derrière les Américains Alors là, je n'ai pas de certitude, mais c'est ce que j'explique dans la mondialisation dangereuse. Ce qui, à mon avis, est le plus grave en Occident avec la culpabilisation, donc une philosophie suicidaire, c'est cette démagogie permanente qui fait que nos chefs d'État ne prennent pas forcément des décisions. Ça paraît fou. On va me dire, c'est presque ingénu de le penser, mais je le pense vraiment, je crois à la force des idées. L'être humain n'est pas qu'un corps matériel, il est aussi un esprit. Les forces des idées, comme le dit notre maître Yves Lacoste en géopolitique, les représentations, même si elles sont des prétextes, sont aussi importantes que le matériel. Et je pense qu'en Occident, la surimportance des médias, qui n'ont aucun contre-pouvoir, contrairement à tous les pouvoirs, c'est encore pire que les juges. L'extrême pouvoir des médias qui font et défont les rois est tel qu'aujourd'hui, un homme politique occidental, puisque en Occident et en démocratie, contrairement aux dictatures, il faut séduire beaucoup plus. Donc, on a plus besoin de manipuler, de séduire et d'être démagogue dans un pays occidental démocratique, et je suis heureux d'être en démocratie, attention, que dans un pays dictatorial, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette dérive, comme disait déjà Platon ou Aristote sur les cycles historiques, de la démocratie vers la démagogie, fait que on est capable de prendre des décisions préjudiciables pour son pays juste parce qu'on va surfer
sur une vague. Aujourd'hui, vous consultez l'opinion publique, c'est sidérant. Ils manifestent pour les retraites que de toute façon, on sera obligé de mettre plus tard, mais ils ne manifestent pas contre le fait qu'on ne les consulte pas d'entrer en guerre contre un pays nucléaire. Enfin, c'est assez extraordinaire. Oui. La capacité des masses à être prises par l'émotion. Et aujourd'hui, regardez Mme von der Leyen, elle prend les couleurs de l'Ukraine. Mais c'est ridicule au Parlement européen. Ce n'est pas son rôle. Elle devrait appliquer des règles qui ne sont même pas votées par elle. La Commission, ce n'est même pas un organe décisionnel aujourd'hui. Donc on voit bien que Merkel, pour faire oublier ses frasques, c'était la plus nulle de la politique allemande. On l'a mis à Bruxelles, comme souvent ça arrive. Von der Leyen, vous voulez dire. Von der Leyen, pas Merkel. Elle est en plus... Pardon, von der Leyen, elle est en plus impliquée dans des affaires au niveau des vaccins qu'elles sont extrêmement louches, avec un refus de donner d'ailleurs ses SMS. Donc pour faire oublier ces frasques internes qui peuvent aller très 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 loin, c'est pire que le Qatargate, eh bien elle prend le drapeau ukrainien. Certes, il faut aider les Ukrainiens, et ça n'enlève rien aux Ukrainiens ce que je dis, mais il y a une démagogie. Tout le monde est en train de faire le zelenskiste, tout le monde se laisse zelenskiser. Zelensky est dans son rôle, je ne l'accable pas, mais nous on n'est pas obligés d'être au diapason de Zelensky, parce que lui, et je comprends, il est dans une survie, et je pense que vous le savez même mieux que moi, nos éditeurs doivent savoir que quand je dis que Zelensky est dans la survie, au sens propre, et pas uniquement parce qu'il peut être tué par des Russes. Il faut savoir que Zelensky, quand il a été élu, il avait un programme, et il voulait, parce qu'il est russophone, il n'est pas ukrainophone, il voulait faire la paix avec les Russes. Et il n'a pas pu parce qu'il a été menacé de mort par Azov, par les structures les plus radicalement extrême droite et nationaliste du pays. Et là, c'est même pas pour juger. On le sait, aujourd'hui, c'est documenté. Il est obligé de jouer un rôle parce que sinon, il saute dans tous les sens du terme. Et après, bien sûr, il s'est pris au jeu parce qu'effectivement, son pays est agressé. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Mais on n'est pas obligé d'être zelenskisé. Et pour une fois, Mélenchon, j'étais d'accord avec lui quand il disait « Mais quand est-ce qu'on va dire à Zelensky que c'est pas lui qui décide ?» Alors, on pourrait me répondre « Mais il nous oblige pas. Il peut pas nous obliger. Non. Il fait que demander. » Mais il est malin, il sait que quand on réduit ad litterum l'autre, quand on met l'autre dans des retranchements, vous êtes un salaud, une ordure existentielle, presque un munichois si vous ne nous aidez pas. Aujourd'hui, avec l'engouement des médias sur cette cause, regardez LCI tous les soirs, c'est assez caricatural. Aujourd'hui, un homme politique peut être tenté d'être zelenskisé en parole, au moins, ne serait-ce que pour surfer sur l'opinion. Mais le problème, c'est qu'on apprend en psychologie collective que la parole engage. Même si vous mentez, à force de dire un truc qui vous engage, eh bien, la parole finit par vous obliger à faire ce que vous disiez comme Macron, juste au début pour faire un peu dans le vent. Rappelez-vous les révolutions arabes. On n'avait aucun intérêt à faire sauter la Tunisie et l'Égypte, c'était des alliés, et la Libye aussi. Mais il y a eu un emportement médiatique. Je me rappelle, moi j'étais à François à l'époque, quand François était encore un vrai journal papier, on ne pouvait écrire qu'en faveur des révolutions arabes, on ne pouvait pas émettre le moindre doute sur leurs conséquences déstabilisatrices. Si vous voulez, l'opinion finit par être un trou noir sémantique qui vous absorbe et qui vous oblige. Et se produit dans ces cas-là peut-être une dictature de l'opinion ou de l'émotion. Il y a 2 jours, je recevais à votre place Henri Guénaud, qui m'expliquait, pour l'avoir connu et l'avoir vécu de l'intérieur, le déclenchement de la guerre en Libye, en fait, l'implication de la France. Partant d'un programme relativement modeste, d'un accord à l'ONU sur lequel les Russes n'avaient pas apposé leur veto, ni les Chinois, on s'est embarqué dans une coalition avec l'Angleterre, les Américains en support, au départ pour protéger les populations. Pas pour renverser le régime, voilà. Bien sûr. Alors, il y a justement, pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on ne voulait pas être pris... Il y a des explications. On ne voulait pas être pris en défaut comme il y a le précédent du Rwanda, où la France, la Belgique et l'Europe a été accusés de n'avoir rien fait. Là, il ne fallait pas qu'il y ait un massacre. Il y a une possibilité de massacre. Mais néanmoins, ce que Guénaud, et c'est là où je voulais vous faire réagir, explique très bien que de cette protection de la population de Benghazi à l'élimination de Kadhafi et voilà, l'engrenage, c'est la fameuse... Et on y va, et c'est là où il disait, on fait aller les chars, après on va faire les avions. Et puis, voilà, un jour... Mais toutes les guerres, souvent, elles sont voulues, mais en partie par certains, mais ils ne savent pas que ça ira aussi loin. Et c'est ça le problème, c'est l'engrenage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on les a un peu diabolisés, les Lelouch récemment, ou les Guénaud il y a quelques mois. Je pense que c'est dommage et c'est triste qu'on les ait mis dans
tout à coup dans le camp presque des salauds existentiels, parce que ou des peureux. J'ai même vu dans un média, Lelouch aurait-il peur, c'est des peureux, etc. Maintenant, on le traitait de peureux. Si on est pour la paix, on est peureux. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et je crois au pouvoir de l'émotion qui vous engage et qui vous met dans un engrenage. C'est-à-dire qu'il y a les intérêts financiers, les vendeurs d'armes, bien sûr, les lobbies militaro-industriels, mais nous, notre méthode en géopolitique, c'est toujours les deux. Il y a le matériel, les considérations économiques, matérielles, lourdes, qui sont extrêmement importantes, mais il y a aussi les représentations, c'est-à-dire les phénomènes émotionnels, les symboles, qui mobilisent les troupes, qui mobilisent l'opinion publique, qui elle-même aussi, c'est interactif. C'est comme la médecine naturelle, il n'y a pas un paramètre, il y a plusieurs paramètres, et ceux qui disent non, il n'y a que les idées, et ceux qui disent il n'y a que l'argent ou la matière, mais ils se trompent, c'est les deux à la fois. Et Macron, je pense que Macron, dans son en même temps, il a probablement dit, parce que vous avez vu sa phrase, oui, pourquoi pas un jour donner des avions de combat, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça soit opportun et la meilleure chose à faire pour les aider. Il n'écarte aucune option, c'est ça. Voilà, il écarte aucune option, mais alors, parce qu'en fait, à mon avis, pour l'instant, les généraux l'ont persuadé qu'il ne faut pas le faire. Mais comme il veut quand même faire comme Van der Leyen, revêtir le drapeau de Zelensky. Oui, mais comme les Anglais. Les Anglais ont dit qu'ils allaient former les pilotes. Parce que sinon, il va être traité de munichois. Il sait que s'il ne fait pas un peu de surenchère, on va dire, oui, il est frileux, il est peureux, lui aussi, il a la trouille aux fesses, ou c'est une espèce de gaulo russophile. La France a toujours été ambiguë, depuis, excepté Napoléon III, on a toujours été accusé d'être un peu suspect, d'être pro-russe, etc. Donc, il le dit peut-être en mentant, parce que les généraux lui ont bien dit c'est pas la meilleure idée, mais le fait qu'il l'ait dit va le mettre lui-même dans un engrenage d'autoconviction et de paroles à tenir. Et vous pensez qu'il finira par obligé de le faire. Il finira par céder. Je suis persuadé qu'il va finir par le faire. Regardez, depuis le début de la guerre, on nous dit constamment qu'on n'est pas en guerre, qu'on n'est pas co-belligérant, on vendra pas ou on donnera pas telle arme, et on fait le contraire. Constamment, on a aidé à tuer plus de 100 000 Russes, et on nous dit qu'on n'est pas en guerre avec eux. Alors je ne dis pas qu'il faut plaindre les Russes, c'est pas ça, mais quand on apprend en psychologie collective, en philosophie et n'importe où, que quand il y a une action, on ne peut pas déplorer les conséquences de cette action. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en guerre, OTAN Russie, c'est une évidence. Des gens beaucoup plus autorisés que moi, à l'intérieur de l'OTAN, eux-mêmes l'ont dit, sauf que le fait qu'on nous dit tous les jours, on n'est pas en guerre, on n'est pas belligérant, on n'est pas co-belligérant, on ne va pas donner plus d'armes, c'est la preuve que c'est louche et que justement, d'ailleurs, on fait le contraire chaque jour, puisque depuis 1 an, on n'arrête pas d'aller plus loin, et donc ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, moi je pense qu'il n'y a aucune possibilité qu'on puisse mobiliser des appelés en Europe. Et est-ce qu'on a assez de professionnels pour faire la guerre à la Russie ? Je ne suis pas certain. On parle de matériel humain. Que là, on est et c'est pour ça que ce général de l'OTAN a dit il faut se mettre en économie de guerre et rentrer vraiment. Il est cohérent de son point de vue, puisqu'il veut une guerre OTAN-Russie. Il pense que c'est souhaitable, parce qu'en fait, le vrai but de guerre des Occidentaux, c'est pas aider les Ukrainiens pour leurs beaux yeux. Moi, je comprends qu'on les aide. C'est affaiblir la Russie. Voilà, c'est tout à fait humain de vouloir aider les Ukrainiens, et c'est noble, et je pense qu'il faut aider les Ukrainiens. Mais il ne les aide pas pour les beaux yeux des Ukrainiens. On a mis en Ukraine plus que ce qu'on a mis en Afrique sur 50 ans. C'est-à-dire que quand on met plus que le budget même de la défense américaine, le double français, quand on met plus que le double du budget de la défense, là on en est loin, mais quand on met plus du double du budget de la défense de la France en moins d'1 an, c'est quand même du lourd, et d'ailleurs ça entraîne une aigreur des pays africains qui nous disent tous c'est dégueulasse, parce qu'en ce moment, le plus grand massacre, il n'a pas lieu en Ukraine. C'est horrible ce qui se passe en Ukraine. Il a lieu en Éthiopie. Personne ne parle dans l'Éthiopie, sans parler bien sûr du Yémen. Il y a des fronts aujourd'hui où il y a plus de morts qu'en Ukraine, si on raisonne sur 1 an. Mais là, il y a 0 centime. Et alors, vous me direz, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on va pas là qu'il faut pas aider les Ukrainiens. Il faut aider les Ukrainiens. Mais le reste du monde est extrêmement aigri de voir cette sélectivité. Et quand il y a une sélectivité avec autant d'argent, c'est qu'il y a des intérêts, et c'est que le vrai plan de guerre, c'est effectivement de renverser le pouvoir russe. Alors ça peut être un projet légitime. Je ne dis pas que c'est légitime, mais attention, il faut assumer, comme dit Max Weber, il y a l'éthique de conviction, c'est beau, les belles idées, et il y a l'éthique de responsabilité. Est-ce responsable de vouloir, on ne le cache même plus, renverser le pouvoir poutinien comme on a fait en Libye, renverser un pouvoir de gens qui ont 7500 têtes nucléaires, et dont les gens les plus puissants après Poutine sont Zolotov, garde présidentielle, et bien entendu Patrouchev, Conseil national de sécurité, qui, de sources sûres, sont beaucoup plus durs
Je ne dis pas que c'est eux qui pourraient être au pouvoir, mais c'est eux qui pourraient déposer l'actuel. Des gens, les gens les plus puissants qui ont les moyens de déposer Poutine sont plus durs que lui. Beaucoup plus dur. Alors, Medvedev, c'est un peu en parole parce qu'il se rattrape, parce qu'il était traité de traître, mais les deux autres sont des vrais durs. Moi, mon ami Lavrov est très dur. Pour moi, Lavrov est plus dur que Poutine. Alors, oui, absolument. Et il y a aussi ces gens qui ont émergé à la faveur de ce conflit. Prigogine, des gens comme ça. Voilà, donc. Mais vous connaissez très bien aussi comme moi Randa Kassi. J'ai écrit un livre avec elle sur la Syrie. Elle a fait beaucoup de négociations sur la Syrie avec les Russes. Et elle me disait, quand elle rencontrait des gens comme Patrouchev, elle disait, mais il est beaucoup plus dur que Poutine. Et ça, c'est des gens qui auraient... Ça fait partie des gens qui ont une vraie puissance. Justement. Et donc, dégager un pouvoir comme ça, sachant qu'on n'a pas du tout un bisounours comme remplacement, Max Weber nous dirait, c'est peut-être noble l'idée, mais c'est irresponsable concrètement. Plus le coup aujourd'hui, au niveau de la face du monde, d'une Russie qui partirait à veau de l'eau, c'est-à-dire un élément fondamental, important en matière première, en énergie, etc., qui serait complètement déstabilisé. Justement, je veux revenir, et ça sera ma dernière question, sur le dernier rapport de la Rand Corporation, que vous avez peut-être lu. Qui contredit un peu le premier de 2019, l'avant-dernier. Mais qui s'appelle, en fait, qui évalue le coût d'une guerre de long terme, c'est-à-dire si dans 6 mois c'est pareil, globalement, on ne va pas aller dans les détails, mais l'idée, ce qui est intéressant au niveau de la RAND, c'est, comme c'est une officine qui a été formée pour le complexe militaro-industriel américain, l'obsession des gens qui écrivent et qui recherchent, ce sont les intérêts américains. Et au regard des intérêts américains, ce que dit ce papier, c'est que une guerre de long cours n'est pas forcément dans les intérêts américains. Avec notamment l'idée de l'affrontement avec la Chine, c'est-à-dire que voir une partie des ressources investies dans ce conflit à perte si le front ne bouge pas et s'il n'y a pas une offensive ukrainienne victorieuse qui permettrait de renverser la table, on va être dans 6 mois avec 50 000 morts de chaque côté en plus, dans 1 an avec 100 000 morts, et finalement ça ne va rien changer. Comme les Américains sont des gens pragmatiques, ils se posent la question, et dans le rapport aussi est évoqué cette question de la déstabilisation de la Russie. Cela vaut-il le coup ? Et ne vaut-il pas, ça c'est un peu implicite, ne vaut-il pas commencer à négocier dès maintenant en sachant que globalement il y a quand même peu de chances qu'on renverse la table ? Alors pour nos auditeurs, pour vous c'est très connu, pour nos auditeurs, la Rand Corporation, c'est une institution qui conseille beaucoup, bien sûr, le pouvoir américain, et il y a même pas mal d'anciens de la CIA qui écrivent dedans, et ça compte. Quand ils ont fait leur rapport The Sense of Siege, dans les années 90, sur la nécessité de s'allier avec l'islamisme pour garder un pouvoir de séduction, pour aller surfer sur la théocratie, puisque la laïcité était moribonde. C'est un rapport extrêmement important, parce que ça explique toute la stratégie américaine. Donc lire la Rand Corporation, je ne dis pas que c'est le Pentagone de la Maison-Blanche, mais c'est vraiment une pensée profonde du Deep State, littéralement. Non, mais ça veut dire que souvent, ils sont écoutés. Là, on peut se dire, c'est le reflet aussi d'une pensée. Vous citez le général Millet tout à l'heure, qui dit la Crimée c'est irréaliste, l'effondrement c'est irréaliste. Là, on a la RAND qui fait ça, et on a immédiatement le op-ed dans le New York Times. Donc ça c'est des signes quand même. Et je dis ça de façon très importante, parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas de l'Europe que viendra la paix ou la négociation, ce sont les États-Unis. C'est les seuls qui ont... Et ça, c'est une bonne nouvelle, ce dernier rapport de la RAND, parce que l'avant-dernier de 2019, Extending Russia, préconisait de mettre les Russes dans un bourbier en les incitant à envahir plus de territoires en Ukraine. Ça, Extending Russia, le nom est très clair. Vous pouvez retrouver ce rapport, c'est pas du complotisme, c'est officiel. Très bien. Je l'ai pas lu, mais... Il est enfin, je disais, vous le connaissez, mais pour nos auditeurs. Et il disait que c'était une stratégie qui permettait de faire du bloodletting, donc de la saigner, on va saigner la bête. Mais le fait que... Ce qu'ils faisaient en Afghanistan. Exactement, ce que les Américains ont souvent fait, c'est ce qu'ils font de mieux, parce que c'est mieux que les guerres directes. Mais le fait que 3 ans plus tard, ils reviennent dessus. D'ailleurs, dans la deuxième partie du rapport de 2019 déjà, il y avait aussi, attention, cette stratégie d'embourber les Russes est bonne, mais il y a aussi, parce que c'est comme des gens sérieux, les gens de la CIA sont quand même beaucoup plus sérieux. On voit bien, George Bush père, il n'a pas voulu déstabiliser le pouvoir de Bagdad, le fils, beaucoup plus irresponsable, l'a fait. Les types de la CIA, ils ont quand même un sens parce que c'est la base de la stratégie, la stabilité. Parfois, la déstabilisation, c'est bien si elle est mesurée, mais une trop grande déstabilisation, c'est le chaos. Au nom des intérêts américains. Absolument. Toujours.
Voilà, uniquement pour optimiser les intérêts. Et ce dernier rapport dont vous parlez, il est intéressant parce qu'il reprend la deuxième partie de celui de 2019. Attention, mais il y a aussi les contre-effets. Et donc, ce qu'il y a de bien aux États-Unis, malgré tout, on le voit avec ceux qui révèlent l'histoire de Nord Stream 2, c'est que finalement, on est plus royaliste que le roi. Il y a plus de gens. Regardez Kissinger, regardez, bien sûr... La pensée de John Mearsheimer, etc. Il y a des grandes voix très, très autorisées qui vont beaucoup plus loin chez eux dans la dénonciation de leur propre stratégie ou les mises en perspective que chez nous. Et donc, c'est intéressant. Non, mais il y a une vraie liberté de parole aux États-Unis. Une vraie liberté de parole. Oui, je pense qu'il y a quand même un vrai pouvoir journalistique autonome. Et ce dernier rapport, il nous montre que, effectivement, ce n'est pas être munichois ou anti-américain ou un espèce de payé par les Russes qui serait un haineux anti-OTAN. Non, le deep state américain lui-même dit attention. Il s'interroge. Il se dit attention, la guerre risque de durer, est-ce que c'est dans notre intérêt ? Oui, et je pense que ce qu'il faudrait rappeler à nos éditeurs aussi, c'est qu'il faut sortir de ce manichéisme, être pro-russe ou anti-russe. Nous, on est patriotes, on est français, ou on est républicains, tout ce que vous voulez, et on a le droit de penser sans être mis dans une case. Moi, je fais exprès de montrer ma pensée que je suis pour le fait d'aider les Ukrainiens. C'est clair, une puissance qui envahit son voisin, c'est une puissance révisionniste. Je le répète exprès pour qu'on voit bien qu'on ne parle pas d'un point de vue pro-russe. C'est extrêmement grave d'envahir son voisin, parce que si on laisse la Russie le faire, la Turquie, la Chine, c'est la déstabilisation. Vous me direz, il y en a déjà qui ont l'idée, mais ça va donner des idées. Donc c'est clair, on n'est absolument pas dans une idée de relativiser la gravité de ce qu'ont fait les Russes. Mais ça n'empêche pas d'être intelligent et de préférer une déstabilisation relative ou un minimum de cohérence plutôt que d'aller vers un chaos. Et comme vous le disiez très bien, si la Russie est déstabilisée au point d'être dans un chaos total, mais vous imaginez la dissémination des armes nucléaires dans une Russie... Parce que la Russie a des risques de fragmentation. C'est un pays multiculturel, presque autant que l'ex-Union soviétique. Il y a plein de nationalités, il y a plein de groupes différents. Il y a même dans le Caucase des groupes qui sont très, très anti-russes. Imaginez la déstabilisation totale du pouvoir russe, comme les Américains ont fait en Irak. Mais c'est un cauchemar. Déjà, c'était un cauchemar quand l'Irak a été déstabilisé sans pouvoir, parce qu'on a voulu faire le vide. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas être pro-russe, que de dire il faut trouver, écouter un peu la rande. C'est écouter la rande elle-même, le cœur du deep state américain. Et alors, qu'est-ce qui pourrait être, imaginons, dans l'absolu, Poutine est OK, comment Zelensky, est-ce qu'on peut dire revenir aux frontières d'avant le 24 février ? Moi, je pense Est-ce que ça vous semble réaliste, ça ? Non. Moi, je pense que ce qui est réaliste aujourd'hui, c'est proposer quelque chose. Le problème, c'est que je ne sais pas si les Russes accepteraient... C'est ça, la vraie question. La vraie question, est-ce que les Russes accepteraient... vous verrez, c'est pas un grand stratège, mais Musk, quand il a fait son petit sondage, c'était intéressant. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un référendum pour voir si les Russes, russophones pro-russes, parce qu'ils ne sont pas tous pro-russes, les russophones, les russophones pro-russes du Donbass et de Crimée, veulent-ils être membres de la Fédération de Russie ou membres de l'Ukraine ? Alors certes, c'est pas sûr que les Russes acceptent, je crains que non, mais au moins proposer, comme ça, vous savez, on dit souvent, laissons le menteur mentir et on le suit jusqu'à sa porte pour voir jusqu'où il va, et on le met un peu dans un piège. Puisque vous, les Russes, vous dites que les peuples locaux veulent être russes, organisons un référendum sous observation internationale. Nous, on l'a fait, ils ont ratifié le retour dans la mère patrie. Oui, mais ça mériterait quand même d'être fait pour une raison précise. Quand les Criméens ont pu être indépendants, après la chute de l'ex-Union soviétique, il y a eu un référendum, il y a eu une consultation, et à un peu plus que la majorité, 53%, si je me rappelle, des Criméens avaient voté pour rester dans l'Ukraine. Donc, ça mérite quand même... les Russes devraient comprendre que le fait qu'il y ait eu un référendum sous leur présence militaire, même s'il n'y a pas eu de coup de feu, ça ne peut pas être crédible aux yeux de ce qu'on appelle, entre guillemets, la pseudo-communauté internationale, même si je n'y crois pas. Il n'y a pas de communauté internationale. Mais, disons, par rapport à l'ordre international ou au droit international, si vraiment ils sont sûrs d'eux que les Criméens, aujourd'hui, contrairement à 91, veulent vraiment tous être à majorité, comme ils l'ont prétendu, être russes, je pense quand même que c'est pas mal leur offrir que de dire on accepte d'en parler. Mais il faut qu'il y ait un référendum sous observation internationale avec des gens de tous les pays, y compris des pays non occidentaux. Ça, ce serait peut-être une base
de début de dialogue pour voir si le menteur ment ou si ce n'est pas un menteur, et pour voir s'il est cohérent. Mais ça n'a même pas été essayé. Alors je sais qu'on me répond tout de suite, les Russes ne voudront jamais un référendum sur des bases internationales, pas qu'avec des observateurs occidentaux. Ils n'en voudront pas. On ne sait pas. Proposons-leur, ça pourrait être un début de négociation, et Benyamin Netanyahou a proposé d'être un honest broker récemment, il n'y aurait pas que Erdogan, donc il y a la Chine aussi qui pourrait l'être, on pourrait commencer, vous savez, une négociation comme dit Lourdes Montagne, ça commence avec du minimum, avec quelque chose de, comme on dit dans l'immobilier, il faut que tout le monde soit mécontent pour qu'il y ait une bonne affaire. Petit dénominateur commun. Voilà. Il faut que le vendeur soit un peu mécontent parce qu'il a vendu moins, et l'acheteur un peu mécontent parce qu'il aurait voulu acheter encore moins. Mais il faut que les deux soient mécontents pour qu'il y ait un bon début d'accord. Pour l'instant, on n'a même pas essayé ça. Donc commençons sur du minimum, et quand on sait que Minsk n'a pas été appliqué parce que Merkel elle-même, qui était une actrice de la chose, elle-même a reconnu que c'était du bluff pour gagner du temps, ça mériterait peut-être qu'on dise, bon, ok, maintenant on va vraiment essayer de proposer une sorte de nouveau Minsk sur des bases plus sincères. Et ça, on n'a pas essayé. Ce serait un minimum. C'est pas très satisfaisant. On n'est pas sûr que ça marche. Mais si on n'essaye pas ça, eh bien, le problème ne sera pas résolu sans qu'il n'y ait pas un vainqueur et un vaincu. Et un vainqueur et un vaincu entre deux puissances nucléaires, c'est quand même assez risqué. Alors vous me direz... On revient au discours de Kennedy de 63. Voilà, le discours de Kennedy. Alors on me répond souvent, et je comprends cet argument, l'Inde et la Chine sont nucléaires, le Pakistan et l'Inde sont nucléaires, et pourtant ils ne sont pas venus à l'arme nucléaire alors qu'ils ont eu des guerres. Mais vous me direz, depuis qu'ils ont l'atome militaire, ils ont quand même fait moins de guerres. Oui, c'est vrai. Ou plus. Donc je comprends les deux arguments. La dissuasion marche. La dissuasion de mon maître, le général gallois, qui a la force de frappe nucléaire du faible au fort, ça marche jusqu'au jour où on l'emploie quand même. C'est pour ça que... Donc voilà, pour terminer, moi je pense qu'on peut proposer de revenir sur des bases plus minimales, mais on n'essaye pas, et c'est ça qui est triste. Et encore une fois, si la Rande elle-même envisage ça, de grâce, arrêtons de traiter les gens de Munichois, c'est indécent, c'est obscène, c'est inacceptable, c'est dégueulasse. Il faut qu'ils arrêtent de nous traiter de Munichois dès qu'on est un tout petit peu pour la paix. On n'est pas des peureux des Munichois, on est juste des gens responsables, et on n'a pas affaire à la Libye, on n'a pas affaire à l'Irak. L'Irak, c'était soi-disant la 3e armée du monde. Là, on a affaire à la 2e armée du monde. Peut-être pas, bientôt, c'est peut-être la Chine qui va les doubler, mais en nucléaire ou en stratégique, c'est la 2e armée du monde, voire sur certains domaines la 1re. Donc le principe de réalité nous oblige à ne pas faire que de l'éthique d'émotion, de conviction, mais aussi de l'éthique de responsabilité. Donc je conclurai avec Max Weber. Voilà, une très belle conclusion, Alexandre Delval. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, La mondialisation dangereuse, aux éditions de L'Artilleur. Qui annonçait la guerre un an avant. Je l'ai écrit un an avant, parce que c'était évident, on n'a aucun mérite. Et qui, je crois, va être édité en poche, réédité en poche. Donc, voilà, donc nos auditeurs peuvent se le procurer. Merci à tous, aux abonnés d'Omerta, d'avoir suivi ce grand entretien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec un nouvel invité. Merci.